Bien, bonjour à tous et à toutes. Je vous propose donc de commencer. On est absolument ravis de vous avoir avec nous. Bienvenue dans cette troisième édition de nos événements Future of Health. Je suis Pierre Bouillet, directeur des activités santé chez EY Faber Novel. Vous l'avez compris, pour celles et ceux qui suivent l'actualité, depuis juillet dernier, nous avons décidé d'unir nos forces et notre énergie à celle d'EY, et avec toujours une mission qui nous est chevillée au corps, celle de faire prospérer l'innovation pour différents types d'organisations. Et évidemment, faire prospérer l'innovation, ça veut dire aussi favoriser la transition écologique, la transition économique, digitale de nos partenaires, de nos clients. Et on intervient évidemment plus particulièrement dans le domaine de la santé. Je suis ravi d'ailleurs de voir que vous êtes très nombreux à vous connecter sur Zoom, sur Hangout, sur YouTube. Je vois des laboratoires pharmaceutiques, je vois des startups, je vois également des institutions publiques. Donc on est absolument enchantés. Donc dans le domaine de la santé, avec vous, avec eux, on a la chance au quotidien de favoriser une meilleure expérience pour les patients, une expérience plus transparente, plus fluide, mais également de faire évoluer les usages technologiques des professionnels de santé. Et c'est notre mission, celle qui nous anime et qui suscite toute notre énergie et toutes nos convictions. Et donc, c'est à ce propos qu'on est absolument ravis d'être avec vous. Donc, au programme, pour cette session, nous débuterons cet événement par une courte introduction avec Étienne Mongodin et Leïla Alami de nos équipes conseils qui poseront un peu le cadre de cette santé prédictive. Et puis, on aura ensuite la chance d'avoir une table ronde avec trois super intervenants qui sont passionnants et passionnés du sujet et qui auront l'occasion de s'exprimer, de décrypter le présent et le futur en matière de données de santé et d'algorithmes prédictifs. Pour poser vos questions, réagir, interagir tout au long de l'événement, vous avez l'option questions-réponses qui s'affiche en bas normalement de votre fenêtre sur Zoom. Vous avez également les commentaires sur YouTube et sur Hangout. N'hésitez pas évidemment à réagir tout au long pendant la keynote, pendant la table ronde. Et Nadia, notre responsable communication, sera là pour relayer vos réactions. Sans plus attendre, donc, j'accueille Leïla et Étienne pour cette courte introduction. Et donc, je vous souhaite un très bon événement et je vous dis à tout de suite pour la table ronde. Étienne, Leïla, c'est à vous. Merci beaucoup Pierre. Donc vous l'avez entendu, on en parle beaucoup. La médecine prédictive en 2023, est-ce que nous parlons d'un mythe ou d'une réalité? C'est sur cette question, ce constat, qu'on va commencer peut-être l'introduction de cet événement pour poser un peu le socle. Donc avec Leïla à côté de moi, nous sommes partis du constat peut-être certes simpliste, mais factuel, que pour améliorer peut-être notre système de santé en France, les acteurs privés comme publics misent aujourd'hui sur l'utilisation de la donnée pour quatre raisons. Mieux prévenir et prendre en charge les maladies, suivre les populations et orienter les politiques de santé publique, prédire les épidémies et analyser l'usage des médicaments et de leurs risques. Pour l'ensemble de ces cas d'usage, l'utilisation de la donnée bouleverse drastiquement les modèles pour proposer des processus plus fluides, plus transparents, plus efficaces. Mais nous sommes profondément convaincus qu'on peut encore aller plus loin, que de temps en temps simplement l'automatisation de tâches ou la simplification de certains processus de communication pour pouvoir proposer une médecine plus percutante qui s'appuie sur un historique informationnel qui serait collectif pour pousser les bonnes recommandations au bon moment. Et vous l'avez imaginé, mais voilà, je parle ici du pouvoir de la prédiction. Donc, dans cette introduction, nous allons poser l'état des lieux des évolutions et des données en données de santé et répondre à la question suivante. Pourquoi miser aujourd'hui sur le pouvoir de la médecine prédictive pour nos stratégies de soins? Et la réponse est simple et c'est celle que je projette. Les barrières qui barraient la route au développement de la médecine prédictive sont en train de tomber une par une. Je vais détailler mon propos et vous expliquer dans quelle mesure ces barrières tombent progressivement. Si nous penchons sur déjà les barrières scientifiques, en fait, les barrières scientifiques sont le premier frein à l'innovation. Nous constatons assez nettement des réussites nationales et internationales fructueuses pour pouvoir faire de la prédiction. Pourquoi? Parce que les chercheurs aboutissent sur des algorithmes qui sont de plus en plus performants, qui répondent vraiment pertinemment à des besoins patients, grâce entre autres à des partages de bonnes pratiques scientifiques. Je pense par exemple notamment au framework de réseaux de neurones qui fonctionnent sur d'autres cas d'usage dans d'autres industries que la santé, qui sont partagés déjà nationalement mais internationalement. Et tout cela, c'est entre autres possible grâce à un financement de la recherche privée comme publique qui permet d'accompagner des projets d'envergure de bout en bout sur le long terme. Juste un chiffre, entre 2002 et 2021, le financement public de la R&D dans l'IA a augmenté de 300% en valeur.
en passant en 2002 de 18% à 2021 à 36% de l'enveloppe du budget de R&D national. Mais ça, c'est pour la barrière scientifique. Concernant la disponibilité maintenant, nous constatons clairement que la qualité des données de santé a tendance à s'améliorer au fur et à mesure du temps, ce qui contribue bien sûr à l'amélioration et l'utilisation des algorithmes de prédiction en santé. Cela est lié potentiellement à la démocratisation de l'utilisation des systèmes de gestion électronique des dossiers médicaux, qui permet un accès plus rapide et plus facile aux données de santé pour les différents acteurs de la santé. Nous avons également un partage de plus en plus fort et en temps réel des données de santé entre les établissements de santé et les différents organismes, qui permet de collecter des données sur une population plus large en un instant T et de mieux comprendre comment certaines conditions de santé évoluent au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est pour la disponibilité. Et en fait, il n'y a pas de données sans stockage. Toute cette donnée nécessite d'être stockée quelque part. Et le stockage, bien sûr, ça a un coût. Et la barrière de stockage et du coût de stockage diminue et s'effondre. Et nous avons remarqué, comme dans d'autres secteurs que la santé, que le coût de stockage unitaire de la donnée a drastiquement diminué. En 2020, il est à peu près évalué à 10 centimes le gigaoctet. Mais cette diminution du coût de stockage permet bien évidemment de gérer des quantités beaucoup plus volumineuses de data, mais également de profiter de nouveaux services qui sont complémentaires autour de la sécurité, de la scalabilité des cas d'usage ou encore de la migration entre les différents usages. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus aux outils. Et avant d'aborder vraiment les sujets d'accessibilité et de collecte avec les outils technologiques, un petit sondage apparaît pour vous, pour prendre le pouls de l'audience qu'on a aujourd'hui, sur vos intuitions à vous pour les prochaines années. Quels sont, selon vous, les outils les plus adaptés pour permettre la croissance de la médecine prédictive? Parce qu'en effet, pour être en mesure de collecter suffisamment de données et avoir des outils algorithmiques qui fonctionnent, il faut que la population soit déjà d'accord de partager sa donnée de santé et d'utiliser ces solutions technologiques. Or, nous observons clairement une explosion de la demande des wearables, ces appareils connectés qui permettent d'identifier, par exemple, le rythme cardiaque, le taux de glucose dans le sang et plus globalement le bien-être. Des acteurs travaillent beaucoup sur l'ergonomie des wearables pour pouvoir l'adapter à la morphologie et aux besoins spécifiques des utilisateurs. On pense par exemple au poignet, mais il y a également la poitrine, la ceinture. Et il faut que vous sachiez un truc, c'est que le marché des montres connectées en France, il est énorme. En 2021, il a atteint 1,2 milliard d'euros. C'est en croissance de 20% par an. Et en 2021, du coup, en volume, ça fait 4 millions de montres connectées vendues. Il faut avoir en tête que les montres connectées sont des accessoires connectés les plus populaires en France, devant les bracelets ou les objets connectés pour la maison. Et c'est Apple et Samsung aujourd'hui qui dominent ce marché en France. Ils possèdent aujourd'hui 50% des parts de marché sur le territoire. Donc ça, c'était pour tout ce qui est accessibilité, mais il n'y a pas d'accessibilité sans technologie. Et on va s'intéresser aux impulsions technologiques et notamment au développement vraiment profond des technologies sur les processeurs. Donc, c'est peut-être un sujet qui va vous paraître loin, les processeurs de la santé, mais en fait, qui révolutionne les vitesses de calcul des données en santé et qui, pour nous, va être un booster pour les prochains cas d'usage. En 2022, les industriels réussissent à graver des transistors de 3 nanomètres sur des microprocesseurs, ce qui permet encore une fois de diminuer la vitesse de calcul. Et ce développement technologique permet de franchir une marge de plus pour traiter plus de données en temps réel issues de différents capteurs qui sont plus performants. Quand je parle de capteurs, nous observons notamment une démocratisation, on l'a vu avec Leïla sur des cas d'usage, des capteurs motion sense qui permettent de détecter des mouvements du corps, quels qu'ils soient. Ce qui est utile, par exemple, c'est utile pour mesurer l'intensité d'un exercice, la fréquence cardiaque, et ça peut aller jusqu'au cas d'usage spécifique des arythmies cardiaques. Donc voilà pour ces cas et cette technologie. Et outre les wearables mentionnés précédemment, il y a des dispositifs d'assistance personnelle comme Amazon Echo et Google Home qui commencent vraiment à intégrer ces différents capteurs dont je parlais, donc des motion sense par exemple, pour accompagner globalement les patients, surtout les personnes âgées dans leur bien-être,
sur des cas d'usage particuliers comme l'analyse du trouble du sommeil, même l'activité physique ou encore certaines fois la détection de la maladie de Parkinson. Nous estimons pour 2023 qu'environ 100 millions d'appareils de ce type seront vendus en France. Donc voilà pour ce gap technologique. Et il n'y a pas de gap technologique sans matière. Et donc, il y a un vrai sujet d'approvisionnement de cette matière. Parce que pour permettre le développement technologique suffisamment serein, il faut que la chaîne d'approvisionnement en composants électroniques soit fiable. En 2020, les entreprises tech en santé, vraiment tech en santé, ont importé depuis l'étranger 70% de leurs besoins en composants. Et donc ça, c'était en 2020. Et nous sommes convaincus que la maîtrise de l'approvisionnement, de la chaîne d'approvisionnement en composants électroniques est clé pour développer une innovation technologique sereine dans le temps. Et la logistique d'approvisionnement aujourd'hui est structurée autour de nombreux fournisseurs, que ce soit en ligne ou des plateformes de distribution de gros. Et pour faire face aux risques potentiels d'approvisionnement, nous avons vu en 2021 une augmentation de 51% du nombre de fournisseurs en matières premières, ce qui permet de diversifier les importations françaises. Et donc, notre point, c'est de dire qu'aujourd'hui, la logique d'approvisionnement commence à devenir suffisamment structurée sur le territoire pour permettre le développement de nouvelles solutions technologiques de pointe. Donc ça, c'est clé, la chaîne d'approvisionnement. Et mon dernier point, la dernière barrière, et je finirai mon propos sur les barrières par ça, nous avons la conviction que le cadre réglementaire dessine aussi la trajectoire d'adoption des nouvelles solutions. L'encadrement de l'éthique de l'utilisation des données personnelles liées à la santé permet aux utilisateurs finaux, donc le patient, de construire une confiance autour des nouvelles solutions qui utilisent ces données. Que ce soit le RGPD, la directive sur les données de santé, la loi informatique et les libertés, elles vont dans ce sens. Et les modèles de médecine doivent maintenant s'adapter à ce cadre tout en répondant aux priorités pour les acteurs de santé. Et donc, en parlant de priorités, quels sont-ils aujourd'hui en ce qui concerne la médecine prédictive? Donc, j'en présente 3 à l'écran. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais on s'est intéressé à ces 3-là. D'abord, les hôpitaux et les cliniques. Pourquoi investir dans les projets de R&D en médecine prédictive? Premièrement, pour personnaliser les traitements. La médecine prédictive permet de prévoir la réponse potentielle au traitement et d'adapter les soins en conséquence. On le voit en oncologie. Ça permet également de développer des solutions de plateformes numériques qui vont permettre de collecter et d'analyser des données de santé en temps réel entre les différents établissements. On pense notamment aux données de surveillance à distance. Tout ça permet d'améliorer les soins et la prévention des maladies. Un exemple, le CHU de Versailles, il a annoncé en décembre dans sa feuille de route pour 2027 un investissement donc à la hauteur du CHU de 10 millions d'euros pour le développement de technologies de médecine prédictive. Sur le deuxième acteur dont on souhaitait parler, sur les laboratoires pharmaceutiques, 2 points, investir dans les projets de médecine prédictive pour développer et découvrir de nouveaux biomarqueurs et développer des outils de diagnostic plus précis. Et le deuxième dont on a pensé, mais il y en a d'autres, mais c'est de personnaliser les traitements en utilisant la thérapie génique et cibler les populations à haut risque. Un chiffre sur les thérapies géniques, c'est en croissance, le marché de la thérapie génique est en croissance annuelle de 18%. Et donc, pour ce faire, on estime la taille du marché sur les laboratoires pharmaceutiques sur ce marché-là de 14 milliards de dollars d'investissement jusqu'à 2027. Donc, c'est une grande fourchette. Donc, voilà pour les laboratoires pharmaceutiques. Si on regarde du côté des assureurs, très intéressant, là, investir dans des projets en médecine prédictive, c'est trois piliers. Identifier les risques de maladie de leurs adhérents, créer des programmes de prévention personnalisés et améliorer l'expérience de leurs adhérents. Spécifiquement sur les programmes de prévention personnalisés des assureurs, ils peuvent permettre vraiment de réduire les coûts de prise en charge liés aux maladies chroniques de 22 à 33% selon les estimations. Donc voilà pour les priorités. Mais maintenant qu'on a parlé de ces priorités-là, il faut on peut repenser les modèles et c'est ce que Layla va vous présenter tout de suite. Oui,
Alors, merci Étienne. Et il est vrai qu'au vu de ces dernières tendances, de ces barrières qui tombent progressivement, aujourd'hui, on est poussé à imaginer l'avenir du secteur de la santé. Notre conviction avec Étienne, c'est que ce système de soins va être amené à évoluer vers un modèle beaucoup plus collaboratif. On va parler de plus en plus d'écosystèmes de soins dans lequel la donnée patient, notamment, sera au cœur des interactions entre les différentes parties prenantes. Notre pari, vous le comprenez, c'est tout simplement de travailler ensemble, de collaborer afin d'accéder notamment à des bases de données beaucoup plus larges qui vont permettre, entre autres, d'accélérer le développement et l'adoption de nouvelles technologies. On parle et on pense notamment au domaine de la prédiction, mais aussi à de nouvelles manières d'interagir avec le patient, avec la télémédecine, les wearables, les medical devices, qui sont vraiment en train de transformer de manière structurelle le parcours de soins et le modèle de prise en charge des patients. Et c'est une tendance qu'on observe déjà, qui est déjà là. On a illustré ici quelques exemples, quelques premières pistes de collaboration entre des industriels et des startups, mais aussi entre le secteur public et privé, et à une échelle aussi, des exemples à une échelle beaucoup plus internationale. Typiquement, un exemple qui nous parle, c'est le Beacon Project. C'est un projet qui a été initié par The Global Alliance of Genomic and Health, qui rassemble différents acteurs, des chercheurs, des prestataires de soins et des partenaires industriels, et qui, en fait, qui a pour objectif de vraiment développer une utilisation responsable de la donnée génomique grâce notamment au développement d'un API disponible en open source qui va permettre de consulter et de partager facilement et de manière sécurisée, c'est très important, des données génomiques, et de pouvoir justement contribuer collaborativement sur des projets communs. Ce qu'on a trouvé vraiment hyper intéressant avec cet exemple, c'est vraiment que ce projet repose sur le fait que les différents acteurs ont trouvé un terrain d'entente autour du partage de la donnée. Et en fait, c'est quelque chose qui pour nous est un exemple très encourageant pour la suite et qui vraiment pose l'enjeu d'un nouveau système de valeurs autour de la donnée patient. Et du coup, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les technicités de ce modèle, mais c'est ce qu'on a un peu tenté d'illustrer ici. C'est à quoi pourrait ressembler cet écosystème de santé de demain. Brièvement, c'est un modèle qui repose sur 3 principes clés: la centricité client, le développement de nouvelles solutions tech et l'interopérabilité de la donnée. En effet, comme vous pouvez le voir, on a tout d'abord placé le patient au centre de ce système et plus précisément au cœur des interactions entre les différents acteurs. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est de voir comment l'exploitation des différents types de données patients, donc médicales, paramédicales, mais aussi des données administratives et issues du quotidien du patient, peuvent être intégrées tout le long du parcours patient, du parcours de soins du patient, et peut vraiment permettre d'offrir aux patients un service de soins qui va être beaucoup plus fluide, performant et personnalisé. Et en effet, cette fluidité repose en grande partie sur le développement de ces solutions tech qui facilitent la collecte, le traitement et surtout le partage de ces données. Ici, on pense encore une fois aux objets connectés, aux modèles de prédiction et bien plus encore. En tout cas, ce qu'on sait pour sûr, c'est que ce levier technologique est donc crucial et l'une des raisons pour laquelle on met l'accent sur l'aspect vraiment collaboratif de ce système de soins de demain, dans lequel les entreprises tech et aussi les startups et certains acteurs issus du privé et du public ont vraiment un rôle clé à jouer. Je vais finir très rapidement sur le fait que ce modèle, vous l'avez compris, repose aussi sur une capacité d'interopérabilité qui est aujourd'hui, on peut se le dire, sous-exploitée, mais qui peut ouvrir la voie à un nouveau fonctionnement écosystémique. Et qui dit écosystème dit nouveau modèle de prise en charge des patients que Étienne va maintenant vous présenter un peu plus. Oui, merci beaucoup Leïla. Nous avons pensé à ça, Health as a Service, ou en français, la santé en tant que service. Qui ferait référence à la prestation de soins de santé en format plateforme numérique. Ça inclut bien sûr la télémédecine, les conversations virtuelles avec des personnels de santé, des renouvellements d'ordonnances en ligne et l'accès aux données de santé via des DMP individualisés.
Nous imaginons ce HAS comme un modèle de santé intégré, vraiment complet, qui permet aux patients, aux praticiens et aux assureurs d'accéder à un écosystème dans lequel s'agrègent les solutions notamment tech et notamment les solutions de prédiction qui permettent de positionner le profil médical du patient sur un device c'est important, qui soit agnostique de tout constructeur et de tout acteur tech. Ainsi, nous pouvons également vraiment imaginer des nouveaux modèles de prise en charge assurantielle publique comme privée, qui auraient un rôle plus prépondérant sur la prévention et l'accompagnement du patient, aussi bien d'un point de vue des choix des solutions technologiques qu'il aurait, mais de l'accompagnement humain pour s'assurer du bien-être des différents adhérents. Donc maintenant à tous ces acteurs de prendre le lead sur la création de cet écosystème et de lancer une dynamique avec les praticiens, les acteurs tech et potentiellement les pouvoirs publics